Eh bien bonsoir, vous êtes sur Radio Ici et Maintenant, Jean-Paul Bourg. Donc cette suite de la saga du rock, deuxième partie à partir du livre que je viens de publier maintenant, qui s'appelle Sexe, sang et rock'n'roll, qui vient de sortir aux éditions Scali, juste une petite bourlingue rapide comme ça, dans cet univers, la rythmique, la solitude aussi, et l'extase, tout est mêlé. Ouais, depuis la fureur de vivre, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts, ouais. Beaucoup d'extase, de souffrance, de solitude aussi. Alors ce soir, on reste dans le sens du fleuve, des blessures, des morceaux de vie arrachés à la grande saga du rock'n'roll, d'Elvis à Bertrand Cantat. Ce soir, spécialement Elvis et Bertrand Cantat, la partie. Et puis des gens que j'aime bien dans la rythmique, et on se demande pourquoi les majors ne tournent pas les yeux vers eux, François Stahl, Daniel Facerias, ou Alissa, on l'écoutera tout à l'heure. Première partie ouverture, le rock, ça a été un art de vivre et de mourir aussi. Après tout, le gars qui a ouvert la route, bien avant James Dean, c'est Rimbaud, le mec de Charleville, qui a balancé les illuminations et la saison en enfer. Alors d'emblée, pour commencer, Rimbaud. Et j'ai reçu un CD avec 4 chansons. La chanteuse s'appelle Alissa, et il y a ce poème de Rimbaud qu'elle chante, la chanson de la plus haute tour, qu'on connaît par Ferré déjà. L'oisive jeunesse, etc. Ouais.
Rimbaud, rien de mieux pour ouvrir la route du rock, non? Non, pas la route du Rhum, la route du rock, ouais. Rimbaud, à l'origine, bien avant, peu importe. François Villon, un jour, j'ai traité à l'antenne, toujours ces rebelles borderline qui ont vécu des éliminations et qui ont mis au monde une création personnelle vivante. Et ça, c'est important, ouais. Rimbaud, cette chanson, par Alissa, c'est aussi bien que la version de Ferré, ouais. Superbe. Oisive jeunesse a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie à que le temps vienne où les cœurs s'éprennent. Je me suis dit laisse et qu'on ne te voit et sans la promesse de plus haute joie que rien ne t'arrête, auguste retraite. T'en fais patience que jamais j'oublie craintes et souffrances aux cieux sont partis et la soif malsaine obscurcit mes veines. Ainsi la vraie vie grandit et fleurit, dansant et doux, au bourdon farouche de sens à louche, a mis le veuvage de la si pauvre âme qui n'a que l'image de la Notre-Dame. Est-ce que l'on prie la Vierge Marie? Oisive jeunesse a tout asservi par délicatesse. J'ai perdu ma vie à que le temps vienne où les cœurs s'éprennent, où les cœurs s'éprennent. Ouais, c'est une route étrange, ouais. Et on va où, mec, dans le chaos du siècle? On trace la route dans les décombres, ouais, loin des forêts primitives, des sources pures, des hautes montagnes, empoisonnées par l'air qu'on respire, la bouffe qu'on avale. On finit toujours par oublier le mal qui nous ronge. Il y a toujours des ersatz, des sédatifs, des spirales, des manières désintégrantes de calmer la douleur, ou de l'enchanter, ou de la faire chanter, justement, ou de la mettre en création pure, ou en absence, peu importe. De l'art sous toutes ses formes, depuis l'art incantatoire des origines, à travers la musique, la peinture, la littérature, les formes d'expression les plus variées, là où la personne s'exprime avec elle-même, avec sa vie, avec son sang, avec ce qu'elle a au fond d'elle-même, réellement, où elle risque sa vie et sa mort, dans la création pure, dans l'extase, et en même temps où elle viole un interdit, peut-être, celui de la création, ouais,
qu'on croirait n'appartenir qu'à un dieu omnipotent remplissant tout l'univers et dominant l'homme, qui ne serait qu'une marionnette livrée comme ça au flux et aux probabilités, à tous ces... Non, puisque la vie c'est en toi, c'est là que se fait la transformation, ouais. Et je viens de raconter dans un bouquin, j'en ai parlé la semaine dernière, toute la saga du rock, sa face sombre, blessée, depuis les premiers bluesman, hantés par l'âme profonde du blues, jusqu'à Bertrand Cantat, le drame qu'on connaît. Donc ce bouquin tout récent vient de sortir aux éditions Scali, ça s'appelle Sexe, sang et rock'n'roll. Et je ne vais pas vous raconter le bouquin, juste 2 angles du livre. Puisque le thème du livre, c'est, comme je dis au dos, la piste du sang du rock traverse d'étranges territoires, fait de meurtres et de passion. On y croise Led Belly, le bluesman, fanat des armes à feu, des tueurs en série comme ceux qui ont inspiré le film Natural Born Killers, des stars qui ont pété les plombs, d'Elvis à Kurt Cobain, le diable à Altamont, Richard Ramirez, le traqueur nocturne, le poignard à la ceinture, hanté par une chanson d'ACDC, Michael Jackson dans la peau d'un psycho killer, Charles Manson, Sid Vicious, Florence Ray, la Madone électrique, jusqu'aux satanistes du black metal, tous emportés dans un tourbillon de violence avec la mort au bout. Depuis les pionniers du rock, début des années 60, jusqu'à la génération de Matrix, mutante, visionnaire, la musique ouvre des brèches, poffe ses charges explosives, laissant des cadavres sur le terrain, des cervelles flinguées, beaucoup de sang et de souffrance. Donc, JPB moi-même propose dans ce livre la balade sauvage du rock'n'roll, des origines jusqu'à Bertrand Cantat, la face noire du rock, usée par trop d'expériences limites, criblée d'éclats et de blessures, la chute des anges, pendant que la musique continue de tourner. Je pense à l'un des premiers qui ouvre le bouquin, pas tout à fait, il y a les bluesman avant, comme Led Belly, qui a été condamné au pénitencier plusieurs fois. J'arrive à Elvis. Elvis, dans la spirale désintégrantes, pris dans l'espèce de centrifugeuse, comme ça, des émotions, des sensations, qui se croyait au-delà de lui-même avoir même une fonction quasi divine, puisqu'il s'est demandé s'il était devenu une superstar mondialement connue, et il y a peut-être un côté surnaturel. C'était pas possible qu'elle soit arrive à lui. Il y avait peut-être une empreinte. Il était peut-être missionnaire, enfin, touché par un esprit. Il y a eu strip dans la cervelle d'Elvis, qu'il a bouffé à la fin de sa vie, sans issue, avec la hantise de la mort, bien sûr. Elvis, le King, dont quelques pages comme ça, tirées de mon dernier livre. La face sombre du rock'n'roll a eu son prophète, son King, à la fois homme et Dieu, célébré dans ces chapelles votives illuminées qu'on appelle jukebox. La piste de sang des années rock traverse d'étranges contrées où vivent les outsiders, les maudits, les rebelles. Elvis se fait ouvrir la morgue de Memphis certaines nuits, grâce à un ami médecin légiste, et il vient flairer les cadavres congelés, saisir dans les derniers moments de la mort. Il s'est familiarisé avec les odeurs du désinfectant, l'éclairage au néon, les tables coulissantes et le buzz continuel des frigos. C'est un problème entre lui et la chienne bouffeuse d'hommes. Il veut savoir à quoi il ressemblera. Il essaie de se convaincre qu'il n'a devant lui qu'un corps vide et que l'âme, avec tout son contenu, est passée dans un monde parallèle. Il y a une mystique du rock, si l'on en croit les délires amphétaminés de son père, Vernon Presley. Il affirme que le soir de la naissance d'Elvis, il est sorti dans la cour de la maison de Tupelo et qu'il a vu les cieux décorés d'un halo bleu, signe certain d'une naissance surnaturelle. Vernon déclara même à son fils que, au moment de sa conception, il avait vu comme un trou noir une absence. Sa mère n'était pas vierge à sa naissance, même si plus tard Elvis en fera une sainte, mais le père avait été mis sur la touche pour laisser agir l'esprit. Pour ce dingue de Vernon, Elvis était de père surnaturel. Et Gladys, sa mère, avait été ensemencée par une force supérieure, un véritable cas d'adultère cosmique, pour mettre au monde un dieu. C'est ce que pensait Elvis derrière les murs blancs de Graceland à la fin de sa vie. C'est ce qu'il révélera à l'actrice Deborah Valley un soir de beuverie, les yeux au ciel, comme s'il venait d'une autre planète. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas une femme, je suis une âme, un esprit, une force. Je n'ai aucun intérêt pour les choses de ce monde. Je veux vivre dans une autre dimension. Parce que ce que dit Elvis, donc, s'il est dans mon bouquin, c'est une fatalité dure à porter, un lourd manteau de bronze. On n'en sort pas intact. Les neurones fondent un à un, le corps déraille, se met à expier comme le Christ, somatise des malédictions, se menace lui-même de mort pour se dégager de l'énorme angoisse. On appelle ça l'autodestruction, le besoin inconscient d'être crucifié, mis à mort. Il y a une dimension prométhéenne dans les apparitions scéniques d'Elvis. Quand il chante,
On voit le bec du vautour qui lui bouffe le foie et le cœur. Il est dépecé vivant. Il est à la fois empereur et martyr. En 1956-58, les années d'or du rock'n'roll, il joue les toreros de cuir noir, envoie la mort se faire foutre, utilise le rock comme une suprême malédiction. Avec le fric qu'il gagne, il organise de grands jeux rituels. Il loue le Rimbreur-Dôme pour une fiesta à la romaine, distribue des patins à roulettes à ses invités et les transforme en gladiateurs pendant qu'un orgue électrique joue tous ses succès. Sur les murs, des tableaux représentent les scènes de la crucifixion. Le but du jeu consiste à foncer sur la piste et à envoyer au tapis le maximum d'adversaires. Une autre fois, Elvis fait fermer une partie de la Highway 51 pour la nuit, avec l'aide des flics du comté de Shelby. Lui et les mecs de sa bande chevauchent des Harley Davidson, des Norton Commando, des Indian 1500 cm3, mieux que la charge des reins au champ catalonique. Ils roulaient côte à côte afin de se toucher la main à 180 km/h. Un moment digne de Michel-Ange, dira Albert Goldman dans un élan extatique. Du grand art, digne de Byron, lançant ses chevaux sur la plage du Lido, au coude à coude avec la mort, ou le poète Lermontov, tué dans un duel en 1836, qui effaçait ses angoisses au galop dans la steppe, bien avant James Dean, Albert Camus, ou Roger Nimier, qui disparut au volant de son Aston Martin rouge. Une tentative de mort et de résurrection. Le Night Rider au sommet de la légende, tutoyant les dieux. Tout va très vite, fin des années 60. Pendant que le King prend du poids dans le chaudron à Hollywood, le rock découvre l'acide et plonge dans la marmite californienne. Elvis est resté en arrière, coincé entre le Jurassique et le Paléolithique, comme les dinosaures et les animaux fossilisés. On n'écoute plus Blue Coat Shoes ou Jail's Rock, mais Light My Fire, Dark Star, White Rabbit, Purple Haze. Elvis est largué. Les nouveaux chefs de horde s'appellent Hendrix, les Doors, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jefferson Airplane. Le bon vieux rock'n'roll vient d'atteindre sa vitesse lumière. Il arrive sur nous comme une pluie de météorites. On the road dans les galaxies. La guerre des rêves, de Jim Morrison à Jerry Garcia. Pendant ce temps, que fait Elvis à Graceland? Des partous tristes, des branlettes de couloir, depuis que la belle Priscilla Beaulieu s'est tirée avec son prof de karaté. Il n'est même plus le crooner gominé d'Acapulco, mais un pharaon bedonnant, une vieille pute malade, affalée dans un bordel de luxe, en attente de résurrection. Elvis croit toujours à la prédestination, à l'évangile selon Gladys et Vernon Presley. Dans sa parano, il guette les signes autour de lui, entend des voix, dialogue dans l'ombre avec sa mère décédée, trimballe un Colt 45 à sa ceinture, parle avec Dieu en bouffant des pilules. Le milieu vivant éprouve des terreurs de gosse, des trouilles métaphysiques qui lui foutent le cerveau à l'envers, et il avale des amphés, des sédatifs, des trucs contre l'hypertension, des médicaments contre le vertige. Les tablettes de Dilodil qu'on prend habituellement dans les cancers en phase terminale. Une thérapie digne d'un titan cloué sur son rocher. Et il bouffe en crevé. Chaque jour, la ration d'un éléphant d'Asie, soit 90 000 calories. Il devient un pharaon obèse et désespéré, une sorte de colonel Kurtz des guerres modernes du rock, comme le héros vieillissant d'Apocalypse Now, la cervelle flinguée. Comment faire pour ne jamais mourir? C'est la grande obsession d'Elvis. À la fin de sa vie, ce dingue donne des concerts péplum, comme celui d'Hawaï, retranscrit par satellite à la planète tout entière. Il entend bien offrir une image éternelle de lui-même, comme le Christ dans la lumière du mont Tabor. Il choisit comme thème d'entrée l'ouverture de Ainsi parlait Zarathustra de Richard Strauss. Et il arrive sapé comme un mutant. Son costume blanc est décoré d'images totémiques, un tigre flamboyant, une pyramide aztèque, un calendrier en pierre maya, un soleil sur l'énorme boucle du ceinturon. Il porte une ceinture de gladiateur, un serpent pourpre, un aigle azuré or. Il est le King missionné par Dieu, pas tout à fait un homme, un pur esprit, en habit de lumière. Cela ne suffit pas pour ne pas mourir. Elvis dévore des bouquins d'occultisme, des livres de prière, de spiritualité. Il se lève la nuit, se fait ouvrir la morgue de Memphis et observe longuement les cadavres. Si Gladys n'a pas menti, il est un dieu, un pur esprit, et il ne peut pas mourir. Parfois, l'alchimie fonctionne encore entre lui et ses émotions. Il suffit d'écouter Way Down, le dernier truc enregistré par Elvis dans sa jungle room de Graceland. Il retrouve tout à coup la rythmique rebelle, le flamboiement, l'incandescence, l'éternelle jeunesse du rock. Dans ce morceau, Elvis réalise le pacte faustien. Maintenant, il est prêt pour la machette du sacrificateur, à n'importe quel moment. La nuit du 16 au 17 août 1977,
Elvis s'enferme dans sa salle de bain avec un livre sur le Saint-Suaire de Turin. Ce dingue, insomniaque, flingué par les médicaments, s'interroge sur la résurrection. Et soudain, tout s'arrête. Et il pique du nez, comme dans les légendes, décapité par la hache d'un dieu, arrêt cardiaque, une surdose d'amphétamine. Le colonel Kurtz vient de mourir, quelque part sur la frontière cambodgienne. Stupeur le matin du 17 août. Le King est mort. On pose tous un genou à terre et on écoute le tam-tam funèbre des médias. Joe Cooker dira simplement « Elvis est le plus grand chanteur de blues de tous les temps ». Il suffit d'écouter ce Gladion Mine, Fever, pour lui donner raison. Le rock a été la forme flamboyante de la croisade, oriflamme et gang motorisé. Le blues a été son chant grégorien, sa profondeur d'âme. Elvis a fini sa vie comme un sorcier, infecté par la toute-puissance, brûlé jusqu'aux os, transpirant, insomniaque, hurlant des malédictions. Ce n'est pas le rock qui a brisé le cœur d'Elvis, mais le pouvoir chamanique du blues. Donc ça, c'est la partie consacrée à Elvis donc dans ce bouquin, paru maintenant. Elvis qui reste, bien sûr, mort longtemps après, vivant toujours, le King. Comes to an end. Night rider, he came riding into town as the sun was going down. Saw my baby and he smiled her heart away. Now what will I do today? Caution my baby to stay at home, not to leave Mama's side. She laughed when I told her, take care, all you sharing his midnight ride. Since you stole her out of sight, I ain't had a peaceful night. Night rider, won't you let my baby be? Come on, send her back to caution my baby to stay at home, not to leave Mama's side. She laughed when I told her, take care, all you sharing his midnight ride. Night rider, since you stole her out of sight, I ain't had a peaceful night. Night rider, won't you let my baby be? Come on, send her back to Ouais, cette partie sur Elvis donc est tirée de mon dernier bouquin Sex, Sang et Rock'n'Roll. C'est un bouquin qui est sorti dans la collection où dirige Patrick Hudlin aux éditions Skelly. Et il y a en présentation, en dédicace de Patrick, cette dédicace du livre, à la première page. Donc Patrick Hudlin, passons aux choses sérieuses. Le rock'n'roll, ce ne sont pas que des mots, de la frime, ou la nouvelle bande son des bobos. C'est l'histoire d'une vie où ce n'est rien. Et j'aimerais que ce livre soit dédié à Pierre-Jean Caillat, qui fut mon bassiste, et celui d'Alain Kahn, mais qui est mort le flingue à la main, retrouvé au matin dans une mare de sang où se mélangeait le parfum renversé d'une bouteille d'habit rouge de Guerlain. Ça, c'est Hudlin Patrick, donc, dans la présentation de la dédicace du bouquin. Et puis en exergue, il y a ces quelques lignes. C'est un poème de Sarah, qui est ma fille. Au pied de mon lit, gémissent des armes ensanglantées, et mes doigts se glacent à leur contact, à leur couverture d'acier, dure comme la mer. Donc l'exergue du bouquin. Et je vais pas vous raconter le livre, mais juste à la fin du livre, la partie qui concerne Bertrand Cantat, parce que c'est d'actualité. Bertrand Cantat, logiquement, il sort de prison au mois de juillet, à peu près, quoi, hein, le mois de juillet qui va venir, là. Il lui reste peu de temps à faire, après 4 ans, je sais plus quel est le temps qu'il a fait. Noir Désir, ça a été important. Ce qui s'est passé, le drame de Vilnius, entre parfaitement dans la... J'aime pas le mot thématique. Dans le sujet de mon bouquin, Sexe, Sang et Rock'n'Roll, il y a un meurtre, un drame, la prison, la totale, la malédiction du rock, elle le plombe Cantat, là. Même si c'est qu'un fait divers qui n'en dépend pas. Mais si, c'est une façon de vivre aussi, de sentir et de vivre.
Donc les dernières pages de mon bouquin qui sont consacrées à Chianta, Bertrand, le chanteur de Chat Sauvage, non, Noir Désir, pardon, je me gourde d'époque. C'est la page 265 du bouquin, parce que j'ai sous les yeux. La grande ombre de Bertrand Chianta plane sur le rock français. Il est arrivé avec une rythmique sauvage, la transe, l'incantation, le déluge des mots, des chants de combat comme le grand incendie, les écorchés, la nostalgie sensible, désabusée puisque le vent l'emportera. Un diamant noir dans toute sa magnificence, entre Lautréamont et Jim Morrison. Il allait le payer cher. La bête rôde dans les cervelles depuis le fameux Crossroad de Robert Johnson. Elle attend simplement une disposition particulière des événements pour surgir. Comment échappe-t-on à l'empoisonnement du showbiz, aussi mortel que la pollution de l'air, la malbouffe ou la fonte des glaciers? Par le haut, dans la Porsche de James Dean, ou avec les flingues du Terminal Rocker, en célébrant l'apocalypse, un geste, un combat pour rester debout. Chianta, lui, se pointe aux Victoires de la musique en mars 2002 pour rafler un Oscar. Et il jette son gant à la face de Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi Universal, son patron, puisque les albums de Noir Désir sortent chez Universal Music. Ce n'est pas seulement une énorme provoque devant le parterre du showbiz en tenue de soirée, mais une tentative pour échapper à l'étranglement, sortir la tête du piège. Dans la salle, Catherine Tasca, ministre de la Culture et de la Communication, Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, Ségolène Royal, ministre délégué de la Famille, Bertrand Delanoë, maire de Paris. Bertrand Chianta s'empare du micro, comme tous les autres, pour remercier les producteurs, la maison de disques, la télévision, qui diffusent en direct les 17e victoires de la musique, sans oublier le très respecté Jean-Marie Messier. Donc je ne sais pas si Chianta allumait une cigarette, si on pouvait fumer à ce moment-là, aux victoires, c'était pas interdit, mais c'est pas dans le livre. Hein. On se souvient de la tirade de Chianta entre ironie et révolte. Alors au micro, dans le parterre, à notre cher PDG à tous ou presque, Jean-Marie Messier, tu permets que je t'appelle camarade. Je suis obligé de te tutoyer par la même occasion, c'est d'usage. Et puis c'est mieux que ô grand Jean-Marie Messier, commandeur des communicants, et puis aussi par la grâce de la Sainte Trinité, ramification, absorption et profit. Tu n'es pas le seul, disons qu'on te voit beaucoup. Un geste lucide dans la grande tradition libertaire, que certains ont trouvé convenu, calculateur. Pour les fans de Noir Désir, qui dessinent le A d'anarchie sur leur cartable, il est le prince noir de la révolte, à la fois sociale et existentielle. Il pourrait lever une croisade s'il le voulait. Quand il chante, ses mots touchent les entrailles et le cœur. C'est une nouvelle génération qui aborde la planète Noir Désir avec ses rêves, ses espoirs, son besoin de justice. Enfin une lumière au fond du chaos, un mec habité, possédé par la même transe chamanique que Morrison. Navius Stella, cinéaste visionnaire qui bosse aujourd'hui sur le scénario de La Mecque de Glace, se souvient de la déflagration de Chianta, du coup de cœur. Il était donc plus jeune. Le seul groupe de rock français qui a su bercer les angoisses de la destinée de ceux qui avaient 16 ans avec moi, jusqu'à celle qui a 16 ans aujourd'hui, et même plus. De Marlène jusqu'à Le vent nous portera, il y avait une association d'idées et un style, une brèche qui à elle seule participait à ouvrir l'horizon, l'impression qu'il restait encore des choses à faire quand tout était fait, et qu'il ne sera jamais trop tard pour comprendre ça. Je pense à Bertrand Chianta, à Marie Trintignant, à Jean-Louis, à toute la famille, à l'enfant et à Christina, la femme de Bertrand, à tous ceux qui aimaient ces gens, que ce soit en tant qu'artistes ou êtres humains. Je pense et je pleure de honte d'être aussi léger et aussi vil que nous tous, d'être un meurtrier en puissance ou pire, parfois d'être guère différent de ceux qui sans honte et souvent sans recul condamnent une folie, un autre, c'est-à-dire eux-mêmes en vérité. Être lié, enchaîné au cœur du système, dans le vortex du rêve américain, pour que personne n'en échappe, putain. On vit une transformation universelle en permanence. Et ce n'est pas avec le passé, ou même avec ce qu'on nous a légué qu'on s'en rendra compte. Il faudrait une illumination tout à coup, à l'intérieur. Non, je n'ai jamais tué personne. Mais je comprends. Je comprends que personne n'est à l'abri du doute, de l'inconnu, de son destin, et des douleurs qui font sauter la tête. Et si Bertrand Chianta purge encore aujourd'hui dans sa cellule mentale la pénitence du souvenir, dites-lui bien, mes amis, dites-lui qu'on peut tuer dans un rêve, mais qu'en s'éveillant, on sait que le goût amer qui demeure n'est pas réel. Le passé est triste, le futur est incertain, alors réveillons-nous.
Je me souviens de cette phrase de Chianta dans une chanson, « Mais tout n'est pas perdu. Non, tout n'est pas perdu de vos mythes d'aurore. Ici, le soleil brille pour tous. » Ça, c'est comme dit Névius, je ferme la parenthèse. L'idole tomba du trône, sans que lui-même comprenne pourquoi. Comme dans ces histoires fantastiques où le temps se dérègle, où les lignes deviennent floues, où les repères disparaissent. Chianta, un soir à Vilnius, perdu sur la Lost Highway de David Lynch, alors que tout paraissait normal, quotidien. Il a accompagné Marie Trintignant à Vilnius, en Lituanie, pour le tournage du film Colette. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, de son histoire, il a eu encore une cigarette. On n'était pas là. L'histoire de deux familles, celle du cinéma, grandiose, mythique, donc les Trintignant, je précise, et celle de la scène rock, marginale, tenue à distance. On connaît la suite cette nuit d'août 2003, dans la chambre de l'hôtel de Mna Plaza à Vilnius. La vodka et des mots terribles qui font mal. Marie Trintignant, proche de l'hystérie, plantant ses banderilles avant de se jeter sur lui comme une furie. Chianta déséquilibré, tombant au sol, se relevant, la frappant au visage, un solide aller-retour, main ouverte avec ses bagues, l'actrice qui s'effondre, heurte un meuble de la tête et reste là inanimée. Il n'a rien vu venir, il n'a pas compris et elle est morte. Un fait divers passionnel, diront les spécialistes à la rubrique des cœurs blessés. Un meurtre, disent les autres. Il n'est pas nécessaire de faire pleurer dans les chaumières en signalant que Chianta a tenté de se supprimer dès qu'il a su que Marie Trintignant était morte, qu'il a avalé des poignées de comprimés pour fuir, éteindre l'incendie, et qu'il a fallu un lavage d'estomac pour le ramener chez les vivants. Pourquoi a-t-il traîné le corps de Marie Trintignant sur le lit et pourquoi n'a-t-il pas appelé les secours? L'expertise révélera que, entre guillemets, pour un profane, l'état du coma peut être confondu avec le sommeil, d'autant plus facilement que la respiration est régulière et profonde. Fermez les guillemets. Bertrand Chianta sera condamné à une peine de 8 années de prison. Dans les années qui suivirent, les radios hésitèrent à passer Noir Désir, comme si le CD laser était une bombe terroriste. On va assister à quelques beaux revirements hypocrites quand il sortira de prison en 2007 ou 2008. En attendant, des fanatiques, des intégristes, la haine au cœur, ont mis le feu à la maison de Chianta, là où il répétait que les musiciens de Noir Désir. Un acte de violence froide, calculé, avec l'envie de tuer, planqué dans l'ombre. Le genre de salopards qui cognent sûrement leurs femmes tous les soirs, mais à dose homéopathique, des petits mecs sans couilles privés d'âme. En attendant, Chianta se prépare de noires hantises, qu'il essaiera de contrebalancer avec beaucoup d'amour et de passion, s'il remonte sur scène, même blessé. Show must go on, ouais. C'est ce que dit l'univers tout entier, avec le mouvement des planètes, la course des étoiles. Il restera les paroles d'une chanson. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ça, il y a des trucs comme ça qu'il a su toucher et en même temps allumer le feu de la révolte Chianta. Comme Lavilliers l'avait fait, Bernard Lavilliers, pas mal de temps avant. Lavilliers a largué maintenant. Rappelez-vous l'album Les Barbares. Putain, les premiers albums de Lavilliers, c'est une révolution. En phase avec les autonomes, tout ce mouvement libertaire, contestataire, c'est-à-dire création immédiate, révolte immédiate. Chianta en phase avec une nouvelle génération, même si Noir Désir c'était bien avant, d'un seul coup. Et puis le drame de Vilnius. Alors de loin, on peut dire personnage romantique noir. Non, personnage vivant, blessé, meurtri, et qui va porter un putain de poids dans la cervelle. Ouais. Même si le vent les portera. Et même si le vent l'emportera. Ouais. L'homme au semelle devant, c'était Rimbaud déjà. Ouais, c'est vrai. Ouais, il n'y a pas si longtemps. Elvis est revenu, on se demande pourquoi. Il a voulu dire, j'étais là au début. Ok. C'est Bertrand qui sort en juillet, là, il est en tôle. Ouais, il chante. Pas maintenant, mais il chante toujours. Ouais, la musique s'arrête pas. C'est ce que je mets à la fin de mon bouquin, ouais. La face noire du rock, usée par trop d'expériences limites, criblée d'éclats et de blessures, la chute des anges, pendant que la musique continue de tourner. Chaco. Et on the radio. Je n'ai pas peur de la route, faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout
caresse la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant. Le vent portera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte, infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on en retient? Le vent l'emportera, pendant que la marée monte, que chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les portera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera. Eh Bertrand, tu m'entends? Il est près de Toulouse. Il n'a pas internet en tôle. Ouais, pour prolonger, terminer, conclure cette deuxième partie de saga sur le rock'n'roll à partir de ce livre que j'ai fait, Section rock'n'roll. Eh bien, voilà, j'ai en main le dernier numéro de Rock & Folk qui vient de sortir et qui se croise avec une lettre d'un auditeur qui m'écrit, qui s'appelle Max, qui m'envoie une image des Doors. Il fait parler Morrison dans une bulle. Et il met, donc, c'est une image qu'il a découpée dans Rock & Folk. Donc, un article que j'ai fait sur les Doors. Donc, il découpe la photo, il met une bulle, il fait parler Jim Morrison, et il lui dit: All right, Jean-Paul, tu es en phase avec l'éternel retour nietzschéen. Tu as quitté l'antenne au tout début de juillet 2006 pour le 35e anniversaire de mon entrée dans la mythologie glorieuse, et tu reviens en février 2007 pour célébrer le 40e anniversaire de la sortie de notre premier album, soit l'Oméga et l'Alpha. Les temps sont incertains, mais la grande spirale vibre toujours. Salutations Max. Merci à chaque fois Max il m'envoie des lettres. À la fois c'était James Dean dans des bulles en train de parler. Comparé qu'à ce jeu spatial là, c'est marrant comme courrier, c'est bien, il y a une rythmique, voilà, une rythmique, et Morrison après tout, il peut dire ça. Peut-être que tu es le médium de Jim au moment où tu parles, Max. Donc Rock & Folk vient de sortir avec des articles de Philippe Manœuvre, bien sûr, de Christian Hedlin sur Lincoln, de Michel Bulto sur William Burroughs, il y a l'article de Patrick Hedlin, donc la vie en rock. Et cet entretien que j'ai fait avec Raymond Zarek des Doors,
Donc, je vais pas vous lire l'article, hein. Je vais pas vous lire l'article, mais l'entretien avec Manzarek, oui. Ça, vous le découvrez. Donc, le tout début de l'article, les premières lignes, ouais. A-t-on trafiqué Jim, c'est pour la sortie d'une compile énorme des Doors, où il y a la totale, là, qui sont remasterisés, il y a les fonds de tiroir, il y a tout, quoi. A-t-on trafiqué Jim Morrison? Lui a-t-on volé son âme? C'est la question à se poser devant cette nouvelle intégrale des Doors, entièrement remasterisée avec des chutes de studio, pour fêter les 40 ans du premier album des Doors. Nous savons tous que Jim Morrison est mort, c'est un fait, même si certains affirment l'avoir croisé en Afrique centrale, barbu et incognito, comme un personnage des mines du roi Salomon. Mais est-il toujours vivant dans ses chansons, ou n'est-il plus qu'un clone de laboratoire, gonflé par des prothèses technologiques? C'est la question du fan de base, à l'écoute de cette flopée de CD remasterisés, avec leur bonus track balancé comme une escadrille d'ovnis. Mystère, Major Rise, Wake Up annonce la production Rina Warner, et on se demande qui a été réveillé dans son tombeau du Père Lachaise. Et après, l'article, je fais un article où je fais la critique de ce truc-là, tout en montrant qui est Morrison, bien sûr, et l'entretien donc que j'ai fait avec Manzarek, le voilà donc. Question posée pour Rock et Folk. À votre avis, quel impact ont les Doors sur la génération rock des années 2000? Alors, Manzarek, elle comprend qu'il y a un art de la liberté qui lui permet de vivre sans être enchaîné par l'Église, l'État ou l'école. On ne peut pas être un homme ou une femme libre sans être en accord avec sa propre conscience, qui prend sa source dans l'harmonie et l'amour. C'est ce que l'on découvre en explorant le côté sombre de l'existence. Est-il important de rappeler aujourd'hui que la musique des Doors est liée à des visionnaires comme Aldous Huxley, Kerouac, Ginsberg, Manzarek? Oui, absolument. Le nom des Doors est inspiré du livre d'Aldous Huxley, Les portes de la perception, ce qui signifie que nous voulions ouvrir les portes de l'esprit à travers le LSD. La poésie de Morrison est largement influencée par la vague beatnik, donc par le style de vie de gens tels que Kerouac ou Ginsberg. Jim a toujours aimé les beatniks. Manzarek a-t-il aujourd'hui un message pour les nouvelles générations? Oui, pour toutes les générations, les nouvelles comme les anciennes. Je voudrais dire que nous sommes Dieu, que je suis Dieu, que tout est Dieu. Nous sommes l'extension du Créateur. Donc nous sommes le Créateur. L'univers nous appartient. Nous faisons du monde ce qu'il est, sans avoir besoin de demander la permission de l'Église, de l'État ou de l'école. Nous sommes en permanence en train de créer notre propre monde. Nous avons peur de nos parents, du président Bush ou du président de la France, de nos professeurs à l'école. Nous devons mûrir, devenir les héros de notre existence. Voilà ce que j'ai à dire. Quel est votre dernier souvenir de Jim Morrison? La dernière fois que j'ai eu l'occasion de parler avec Jim Morrison, il m'a dit qu'il voulait se rendre à Paris. Et j'ai répondu, ah merveilleux, c'est le bon endroit où aller. Sauve-toi de Los Angeles, sauve-toi du rock. Paris est la ville préférée des auteurs américains comme Hemingway, Henry Miller et maintenant Jim Morrison. Je lui ai dit, va dans la ville des Lumières et écris. Et j'étais très excité. Je pensais que partir pour Paris était le meilleur choix qu'il pouvait faire. Mais malheureusement, il n'y passa que 4 mois avant de mourir. Voilà, c'est la dernière fois où j'ai vu Jim Morrison. Mais je me souviens avant tout d'un ami, d'un grand intellectuel et d'un fameux poète. Il avait un grand sens de l'humour, il avait le don de vous faire rire et sourire, un type fantastique avec qui on pouvait discuter de tout devant une bière. Il était fan de Jean Genet, d'Arthur Rimbaud, de Paul Verlaine. C'était merveilleux de discuter avec lui ou simplement d'être en sa compagnie. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir dans les films d'Oliver Stone. Justement, que pensez-vous de son film sur les Doors? Je le trouve ridicule. Il n'y est pas question de Jim Morrison, mais d'Oliver Stone. C'est Oliver Stone en pantalon de cuir noir. Je veux dire qu'Oliver Stone aurait rêvé d'être une rockstar. Je pense aussi qu'il a choisi les mauvaises substances. Ce film a été réalisé par quelqu'un qui consommait trop de poudre blanche et de tequila. Les Doors ne fonctionnaient pas comme ça. Les Doors prenaient du LSD. Et je pense qu'il n'a pas compris ça. Oliver Stone est fou. Il a fait de Morrison le miroir de sa folie. C'est lui qui l'a voulu montrer dans le film, mais dans la peau de Jim. Je dois dire qu'il y a quelque chose de fantastique dans ce film. Et c'est la musique. Il me semble qu'il a fait un grand film-concert. La personnalité de Jim Morrison est absente, mais c'est un grand film-concert. Avez-vous rêvé à Jim les jours qui ont suivi sa mort? Oh oui, bien sûr. Dans mon rêve, je suis avec Robbie dans les studios d'Universal, où nous avons enregistré La Woman pour la première fois. La porte-fenêtre est ouverte et brusquement Jim Morrison apparaît dans l'encadrement. Il passe la tête comme dans un jeu, puis se monte entièrement.
Il a l'air heureux, je lui dis « Tu es de retour ?» Et il répond « Oui, je reviens de Paris. » Je lui demande immédiatement s'il a de nouvelles chansons écrites à Paris, et il dit « Oui, j'en ai, mais t'en es au travail. » Dans mon rêve, j'ai entendu un début de chanson qui s'est dissipé avec le réveil. Je n'ai pas pu le retenir. Je n'ai jamais entendu les chansons qu'il avait composées à Paris. Mais il était de retour, en bonne santé, et prêt pour le travail. C'était un rêve magnifique. L'intégrale des Doors sort avec des bouts d'essais de studio, des versions qui n'avaient pas été retenues par les Doors à l'époque. Pensez-vous que Jim aurait été d'accord pour la diffusion de ces moments de studio, avec l'intégrale remasterisée des 6 albums des Doors? Était-ce vraiment nécessaire? Je pense que Jim aurait accepté l'idée, mais bien entendu, je ne peux pas parler en son nom. Néanmoins, le connaissant de la manière dont je l'ai connu, je crois qu'il serait très content et très excité. Bon, ça c'est Ray Manzarek, pas au téléphone, pas sur place là-bas. Donc c'est de la rock et folk ce mois-ci, plus l'article que j'ai fait sur les Doors qui flow, qui montre le visage de Jim aussi, et pas simplement Manzarek, ce qu'il dit au téléphone. Okay. Voilà. Et puis Jim Morrison, oui, comme tous ces mecs qui meurent dans une espèce de déflagration, c'est comme une espèce d'éclair au radium. Ils sont jamais morts, sûr. La preuve. C'était Jim, vivant, mort, qui va le dire? Ouais. Ah, les vivants, il y a ceux qui sont pas morts, il faudrait quand même penser à eux surtout. Ouais. Les autres, on les a encensés, ils sont d'un bête gloire. On va pas les oublier, ouais, ils sont statifiés, même s'ils sont encore en spirale. Une spirale vivante quand ils chantent. Ouais. Je pense à un mec que j'aime bien, qui chante maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Son album Et moi, c'est François Stahl qu'on avait reçu en concert, en live, en direct dans le studio. François Stahl qui chante là avec Charlie Lécouture, une de ses chansons à lui, qui s'appelle « Tout brisé ». Quelle est la ville qui me tient prisonnier?
le temps qui me tient à tes pieds. Et c'est quoi cet amour qui me brûle comme le dernier des derniers? C'est quoi au secours qu'on vienne me l'enlever? Pourquoi tous mes rêves se sont endommagés? Et pourquoi tu me laisses m'énerver, m'enrager? Et je saurais tout briser. Je saurais réinventer les mots et les écrits, trouver les passages, changer les présages. Et je saurais, oui, je saurais conjurer les sorts et les vieilles malédictions, traverser les déserts, voguer au firmament. Quel le fil qui me tient à ta botte? Quelle est la ville qui nous ferme les portes? C'est quoi cette saison où la pluie n'en finit pas de nous asphyxier? Et c'est quoi cette passion qui dévore tout ce qu'elle n'a pas? Et pourquoi nos souvenirs ne suffisent-ils pas? Et pourquoi nos désirs ne se déclineraient pas? Je saurais tout briser. Je saurais réinventer les mots et les écrits, trouver les passages, changer les présages. Et je saurais, oui, je saurais conjurer les sorts et les vieilles malédictions, traverser les déserts, voguer au firmament, voguer au firmament. C'est quoi cet amour qui me brûle comme le dernier des derniers? Comme le dernier des derniers. Le dernier des derniers. Je saurais tout briser. Je saurais réinventer les mots et les écrits, trouver les passages, changer les présages. Et je saurais, oui, je saurais conjurer les sorts et les vieilles malédictions, traverser les déserts, voguer au firmament. Je saurais, oui, je saurais tout briser. Je saurais, oui, je saurais tout briser. Tout briser. Ouais, c'est vrai que le rock a été, pour nos générations, la mienne des années 60 déjà, la première explosion de révolte, de contestation et de mise en aventure d'une génération qui sort des rails et de la griserie quotidienne. La griserie quotidienne, ouais. Je pensais à grisaille, mais c'est griserie aussi. On est grisé, on va essayer de totisser dans le jeu. Si tu ouvres une brèche, c'est le grand écran couleur, c'est le film dans lequel tu peux monter, grimper, tu peux être dans le film. Quand on va au cinéma, on se met à la place des personnages dans un film. On n'ose pas le dire, on est vraiment des cons, quoi. Tu te projettes dedans, c'est une extension de toi-même, une prothèse virtuelle, dans le bon sens de la prothèse, dans le sens Matrix. Ok, t'es plongé là-dedans, et ta vie, elle est faite pour ça. La légende, et tous les instants, se fait au quotidien, quoi. Avec ses casse-gueules, le nez dans la sueur, bien sûr, les pirouettes de clown, et d'un seul coup, tu surgis sur le rocher, une rafale te balance de l'autre côté, et tu tombes émerveillé dans un vallon où tout est splendide, arrêté, immobile, en harmonie, où on entend un chant qui rend tout à l'heure immédiate des choses, tout de suite. Et puis, flon, tout change tout le temps, tout bouge, c'est Héraclite, hein, c'est le flux continu, quoi. Rock'n'roll, c'est cette rythmique, quoi, qui bouge, et plom, qui balance, et change, lance la charge avec le blues qui fait l'âme profonde et émotionnelle de cette musique sensible, sensitive, ouais. On y est encore, hein. Au début du rock, je me rappelle, les mecs disaient dans les canards, ça a pas duré quelques étés, quoi, pas plus. Attends, on est en 2007, hein. Si on calcule en 1955, on va dire, 56, premier disque d'Elvis. Et puis, la même blues déjà avant. Et puis, la plongée, la route, on the road dans les galaxies, les dimensions à travers le temps, les espaces, jusqu'à maintenant, avec cette multitude d'expériences, où chacun est un laboratoire clandestin à lui tout seul, où il fait l'expérience de vie, l'expérience de la création de vivre.
Ouais, j'ai l'album d'Alissa. Son album s'appelle Insomnie. Alors, Insomnie en phase avec la nuit, c'est... Ok, on ne dort pas. Alissa, vous pouvez aller la voir sur MySpace si vous voulez. Son nom, c'est A-L-Y-2-S-A, l'orthographe. Alissa, sur les 4 titres qu'elle m'a envoyés, un album, là, qui est aussi... qui fait partie de la traversée de la nuit. Et c'est bien ce qu'elle fait. Bah, elle peut se croiser avec François, c'est le bien sûr. Dans la nuit, comme ça. Les hasards, crossover. Sorti de ma tête, toutes voix confondues. Laissez-moi renaître, mon corps ne tient plus. Je ne suis qu'une épave, une clodo des rues. Mon cerveau entrave mes rêves dissolus. À force de vomir des pensées acides, toujours parler seul aux esprits placides. Je ne sais plus l'heure, il gèle dans mon cœur. J'ai peur de sortir, j'ai peur de dormir. Protection, insomnie, jusqu'au bout de la nuit. Laissez-moi en paix, je rêve de m'endormir, ne plus jamais revenir. Je ne veux plus séduire des bâtards d'êtres humains. Je ne veux plus convenir à des critères malsains, futiles. La société qui ne ressemble plus à rien. On court après la gloire, les hommes créent des destins. Nos idéaux sont noirs, façonnés de terre glaise. Moi j'ai peur de sortir, j'ai peur de dormir. J'ai peur de dormir. Protection, insomnie. Mon cerveau s'alourdit. Je réécris ma vie. Ma vie. Alissa, ouais, c'est super ce qu'elle fait. C'est Insomnie, l'album. On écoutera tout à l'heure une autre chanson d'elle. Je pense à, toujours dans les vibrations rock, en spirale avant qu'on relâche les standards. Je pense à, vendredi dernier, j'étais avec des copains
certains bars à Paris, ambiance, soirée vampire et ange de la nuit, quoi. La Cantada, le Furieux, etc. Avec Laurent Courreau, qui a écrit ce fameux bouquin superbe sur les vampires chez Flammarion, Marcos Drac aussi, d'autres amis, Nelly Stella, qui étaient là. Si on parlait de Venise, la Venise mythique, celle du rêve, de l'obsession de vivre, dans des lieux qui sont rock metal, Venise, qu'est-ce qu'elle fout là? Elle fout là qu'elle est en train de plonger, de couler, quoi. Elle vit les derniers moments somptueux de son déclin, où elle va s'effondrer, se péter la gueule. C'est le dernier tour de piste, même si on meurt avant, parce que la pierre est plus solide que nous, et Venise sera encore là, que nous, on sera déjà largués. Mais la ville s'enfonce, ok, dans la lagune. C'est une ville qui va mourir, voilà, c'est simple. On la voit, il y a ce mouvement, comme ça. On la voit en train de son long déclin. Et c'est ce long déclin qui se cale sur le coucher de soleil, sur ce qu'est la ville elle-même, faite de canaux, où il n'y a pas une voiture, ce monde hors du monde, cette île. Et c'est là où peut se faire les magies les plus fortes dans ce genre de lieu. Et je pense à un musicien du 18e. Tout à l'heure, je parlais de Kanta. Non, pas de Kanta, pardon. L'entretien que j'avais fait avec Manzarek, où il disait qu'il avait rêvé à Jim Morrison, qu'il avait entendu une chanson que Jim avait composée à Paris, qu'il avait entendu le début de l'air, quoi, des paroles. Et puis, bon, le rêve, il s'est réveillé et il a perdu le souvenir du rêve. S'il s'était rappelé son rêve, peut-être lui aurait transmis un truc fabuleux par le rêve. Tu vois, un début de chanson par le rêve. C'est ce qui est arrivé exactement à un musicien vénitien du 18e, Tartini. Tartini, musicien dans la Venise baroque du 18e siècle, avec les torches, les feux dans la nuit, le carnaval de la dinguerie, en même temps la ville hors du monde, où tous les mystères se font, les caches secrètes, les escaliers dérobés, enfin la Venise secrète. Tartini, il est couché chez lui, au bord d'un rio, d'un canal, et il fait un rêve. Il rêve que le diable lui apparaît, prend son propre violon et joue. Ce que joue le diable dans son rêve, Tartini, il est hanté, il est hypnotisé, il se réveille en plein rêve, Tartini. Qu'est-ce qu'il fait? Il arrive à recopier, dans la fébrilité, les premières mesures, les premiers airs de ce qu'il a entendu, ces fameux trilles du diable. Il en fera une composition par la suite. Donc le thème musical de ces trilles du diable, il l'a d'abord entendu dans son rêve, avant de le composer sur le papier, et au violon ensuite. C'est le diable qui jouait au violon dans son rêve. Et ça donne ça. Tu vois, ce truc qui tournait dans sa cervelle la nuit, dans son rêve, c'est dingue.
vas, Joe? Sur quelle route? Dans quel salon? Non, c'est Venise, au XVIIIe siècle. Enfin, tu peux superposer les époques. La même brûlure, la même expérience de vivre, quoi. La verticale qui plaou. Il se passe quoi? Illumination, mon pote, ouais. Tu vois clair. Ou tu entends clair. Ou sombre, en tout cas c'est de la lumière. Ou en tout cas ça brûle, en tout cas c'est vivant. Et ça vient d'ailleurs, de loin. Bon, c'était pas du rock, ok, mais c'était du baroque, vénitien, 18e. Comme on dit bas-relief. Captain Murphy. Jean-Paul Bourg, vous êtes toujours sur Radio Ici et Maintenant, 95.2.